Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire pour faciliter l'accès au droit à la retraite pour les publics que vous accompagnez au quotidien. Je suis Marie-Ange Jappiot, responsable de l'offre de services retraite de la CARSAT Languedoc-Roussillon, et je suis accompagnée de Régis Martineau, chargé de la fonction conseil entreprise. Quelques précisions avant de démarrer. Les caméras et les microphones sont coupés et vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via le fil de questions-réponses. Une équipe de modérateurs vous répondra au fil de l'échange et nous répondrons à quelques questions à l'issue du webinaire. Enfin, vous recevrez le replay du webinaire dans les jours qui viennent. En tant qu'organisme de sécurité sociale, notre mission est de garantir à tous les assurés l'accès à leurs droits avec une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'assurés qui sont concernés par le non-recours et cela concerne 3 typologies de droits. La retraite personnelle qui correspond aux droits perçus tout au long de la carrière, la retraite de réversion qui représente une partie de la retraite du conjoint ou de l'ex-conjoint décédé perçue sous certaines conditions, et enfin l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui est une aide financière pour les personnes âgées avec de faibles revenus pour garantir un minimum de ressources. Différentes études ont montré que les raisons du non-recours sont liées majoritairement à un manque d'information et c'est pour cette raison que notre rôle avec vous est d'informer, de détecter et d'accompagner de façon attentionnée les publics les plus vulnérables. En Languedoc-Roussillon, nous menons un certain nombre d'actions. Pardon, Régis, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Numéro 3. C'est bon? Pardon, oui, nous menons donc un certain nombre d'actions en CARSAT Languedoc-Roussillon, donc selon ces 3 piliers, informer, donc comme nous le faisons aujourd'hui à travers ce webinaire, à travers aussi la publication d'une brochure qui est sortie, qui a été publiée cette année, que vous avez reçue certainement, qui est une brochure sur la retraite de réversion traduite en langage facile à lire et à comprendre. Cette année, nous publierons également une brochure sur l'allocation des solidarités personnes âgées. Deuxième axe, c'est la détection. Nous participons à ce titre à une expérimentation territoire zéro non-recours qui est pilotée par le CCAS en lien avec les acteurs locaux et institutionnels, donc auxquels nous contribuons. Et l'année dernière, nous avons fait parvenir plus de 1200 questionnaires à des personnes qui résident dans des quartiers difficiles de Montpellier pour comprendre les raisons du non-recours. La poursuite des actions, ça va être d'aller comprendre justement ces raisons et puis d'identifier des leviers que nous pourrions mettre en place. Troisième pilier, l'accompagnement. Donc, ce sont des campagnes d'appel sortant que nous avons réalisées à destination de personnes qui sont éligibles au droit à la retraite de réversion et à l'allocation de solidarité des personnes âgées et de leur proposer éventuellement un rendez-vous si nécessaire. Nous organisons aussi ce qu'on appelle des ateliers bienvenue à la retraite, qui sont des ateliers qui abordent dans un premier temps les démarches administratives et financières et qui permet justement de toucher un public de jeunes retraités qui sont éligibles à l'ASPA et de les informer sur cette prestation. Ça concerne aussi ces ateliers, ça couvre les envies, les projets qui sont pour s'adapter à cette nouvelle vie. Et enfin, donc, nous allons y venir juste après, le circuit de signalement que nous avons mis en place l'année dernière pour que vous puissiez nous remonter les personnes qui sont en situation de fragilité. Donc, ce circuit de signalement, vous pouvez le retrouver directement dans le fil de conversation qui est associé à qui est présent sur notre site internet CARSAT Languedoc-Roussillon. Et qui vise donc à nous remonter des situations d'urgence sur la rupture de paiement, le handicap, l'invalidité ou des personnes qui sont en situation de faible revenu. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce canal. Nous apportons une réponse dans les plus brefs délais, avec un délai d'environ 48 heures. Donc, n'hésitez pas à y recourir. Nous sommes là pour vous accompagner pour les publics que vous accompagnez. Maintenant, je vous propose d'aborder plus en détail le fonctionnement du système de la retraite, les démarches à accomplir. Donc, Régis, est-ce que tu pourrais nous préciser comment cela fonctionne ?
Avec grand plaisir, Marie-Ange. Bonjour à tous et à toutes, et donc bienvenue pour cette conférence en ligne de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Alors, c'est vrai que le système de retraite en France, il est fondé sur le système de la répartition. Les employeurs, les salariés cotisent sur les salaires bruts soumis à cotisation, et ces cotisations permettent d'alimenter les caisses de la sécurité sociale, mais également les caisses des retraites complémentaires. Donc, bien sûr, ces cotisations ont permis de financer les retraités d'alors, et les cotisations ont permis aussi aux assurés sociaux d'acquérir des droits à la retraite future, avec un horizon, bien sûr, qui s'est déporté suite à la réforme des retraites. Alors, c'est vrai qu'entraide entre les générations, mais également entraide entre ceux qui ont travaillé et ceux qui n'en ont plus. Je rappelle que les assurés qui perdent leur travail pour cause de chômage notamment ne sont plus en capacité de cotiser sur un revenu. Mais la loi permet cependant de récupérer des trimestres validés, des trimestres assimilés en fonction de la durée d'indemnisation. Et ces trimestres seront bien sûr importants pour obtenir plus tard les peut-être 172 trimestres demandés pour un assuré né en 1965. Alors, la CARSAT gère donc les salariés du privé stricto sensu, mais également les agents contractuels de la fonction publique, les artistes-auteurs, les indépendants, les artisans et commerçants, ceci depuis 2019. Et donc, nous avons du monde, en effet, en gestion, et vous, en tant que partenaire, vous avez certainement des questions qui sont posées de manière récurrente, et donc on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, dès leur première activité, on demande aux assurés sociaux d'avoir pu conserver leur bulletin de salaire, d'avoir pu conserver leur contrat de travail, leur attestation d'indemnisation chômage, maladie, maternité. Alors, on le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on peut avoir déménagé, les assurés peuvent avoir été sinistrés, divorcés, et donc parfois ils n'auront plus les éléments comptables qu'ils pourraient produire en cas de désaccord avec l'assurance retraite. S'il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de document à produire. Si en effet on est en désaccord, on essaie de produire ce document dans la mesure du possible. Alors celui ou celle qui n'aurait pas les bulletins de salaire pourra cependant nous indiquer l'entreprise dans laquelle il a travaillé, son adresse, et nous, la CARSAT, on peut diligenter des recherches. Alors parfois la recherche est positive et tant mieux, nous récupérons des revenus, mais également des trimestres. Parfois, la recherche est négative et on n'aura pas récupéré ces revenus et on aura perdu ces trimestres. Alors, première partie de notre exposé, la préparation de la retraite. Alors, c'est vrai que préparer la retraite, c'est s'inscrire sur www.l'assurance-retraite.fr, et on demande aux assurés sociaux de procéder à cette inscription puisqu'ils vont retrouver des outils, des informations, des conseils pour bien préparer la retraite. Et c'est aussi la possibilité de planifier donc un agenda retraite. C'est facile, c'est gratuit. Les assurés ont à rentrer leur nom, leur prénom, leur email, une date prévisionnelle de départ, et grâce à cette inscription, nous allons les contacter ponctuellement par mail ou par SMS. C'est eux qui choisiront le canal de communication, et on pourra leur dire à ce moment-là, ben voilà, c'est aujourd'hui le moment de vérifier votre carrière. C'est aujourd'hui le moment de pouvoir modifier cette carrière si vous constatez des anomalies. C'est le moment d'aller vérifier la date à laquelle vous partirez à la retraite. Est-ce que ce sera à l'âge légal ou avant? Est-ce que ça sera à la date des 67 ans pour ceux et celles qui n'ont et qui n'auront jamais les trimestres? Donc, ils ont déjà pas mal d'éléments de réflexion qui permettront de projeter la situation qui sera la leur au jour du départ. C'est vrai que nos services en ligne sont assez fournis. Les assurés sociaux ont la possibilité sur www.l'assurance-retraite de consulter leur relevé de carrière, d'utiliser des simulateurs d'âge et des simulateurs de montant de retraite qui pourront annoncer un montant global de retraite entre les retraites de base, mais également les retraites complémentaires. Alors là aussi, ce sont des simulations en l'état du droit, mais aussi en l'état de la carrière de l'assuré. Donc ces simulations sont importantes, mais ne sont pas contractuelles, donc on ne pourra pas plus tard aller en contentieux à la CARSAT, nous disant, voilà, vous m'avez annoncé 1200 et quelques euros, j'ai 1150, c'est une estimation qui est quand même là pour donner l'ordre de grandeur du montant qui sera perçu au jour du départ.
Alors, concernant les trimestres qui apparaissent sur le relevé de carrière et les éléments qui sont intégrés dans ce relevé, nous avons mis en point une frise chronologique qui permet, en un seul coup d'œil, d'évaluer la situation. Et c'est vrai que quand la frise est en couleur verte, cela veut dire que toutes les périodes ont été correctement enregistrées. Si la couleur est plutôt orange, cela nous indique que nous avons une baisse de revenus, ou peut-être pas les 4 trimestres. Et quand c'est rouge, nous n'avons aucun élément. Et donc là, on demande à l'assuré de regarder ses archives pour essayer d'aller donner des éléments qui permettraient de modifier les périodes manquantes. Alors ça, c'est bien parce que déjà, ça permet d'identifier des années potentiellement lacunaires. Ensuite, bien sûr, nous allons rentrer dans les trimestres de la carrière et notamment les trimestres cotisés. Or, c'est vrai que lorsque nous sommes en activité salariée, nous cotisons sur des revenus professionnels bruts qui apparaissent sur le relevé de carrière. Et là, vous voyez bien que sur le relevé, nous avons le nom de l'entreprise qui a occupé le salarié, nous avons les dates d'activité de début de fin, et nous avons aussi dans le compte des revenus les salaires bruts soumis à cotisation retraite, et on demande aux assurés sociaux de bien regarder la progression de ces revenus. Et s'ils notent une anomalie, il faut s'interroger, il faut peut-être déjà contrôler les bulletins de salaire que les assurés peuvent avoir gardés. Et pour ceci, on précise bien quelle est la nature du revenu et comment le retrouver sur les bulletins de salaire. Et là, je vous présente un bulletin de salaire qui permet de comprendre un petit peu quelle est la bonne base à considérer. Là, nous avons une ligne cotisation vieillesse plafonnée, puisqu'à la sécurité sociale, nous avons un plafond qui est posé. Nous avons une somme ici qui est égale à 2 859 €. C'est le salaire brut sur lequel nous avons précompté tous les mois. Un taux de cotisation égal à 6,65% à l'époque, nous sommes à 6,90 aujourd'hui, et nous avons précompté 190 € pour l'assurance retraite. Donc si l'assuré, en reprenant les 12 mois à 2 859 €, est en désaccord avec nous, il va pouvoir nous produire les bulletins de salaire qui pourront modifier d'une part l'année en question, mais également la moyenne des 25 meilleures années. Et ensuite, tertio, on pourra peut-être récupérer des trimestres. Pourquoi des trimestres? Parce que chaque année, l'État, par décret, demande aux assurés sociaux de cotiser sur un montant minimum de revenus pour valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. En 2025, l'État demande d'avoir un revenu égal à 1 782 € pour valider un trimestre. On multiplie cette somme par 4 et on obtient 7 128 € pour valider les 4 trimestres. Donc imaginons quelqu'un qui travaillerait toute l'année en 2025 avec un temps partiel. Et au terme de cette année-là, nous aurons une somme égale à 1 781 €. Alors que cette personne a travaillé toute l'année, nous validerons aucun trimestre parce que nous sommes en deçà de la barre des 1 782 €. A contrario, celui ou celle qui aurait travaillé 5 mois de l'année et qui aurait eu une somme égale à 7 128 € validerait les 4 trimestres. Donc il faut bien préciser aux assurés sociaux qu'il n'y a aucun lien entre la durée d'activité salariée et les trimestres. C'est vraiment le montant du revenu qui va déterminer le nombre de trimestres. Donc si on est en désaccord avec nous, il nous faut produire des bulletins de salaire modifiant le montant qui a été initialement déclaré par l'entreprise. Alors, à côté de ces trimestres cotisés résultant d'une activité salariée, nous avons des trimestres validés qui tiennent compte de certains événements de la vie, parfois des événements heureux, la maternité, parfois des événements malheureux, la maladie, le chômage, l'invalidité. L'armée aussi pour les messieurs, parfois même pour les dames, sera considérée en durée, là aussi, et là je vous donne les règles de validation. 50 jours indemnisés par France Travail donnent droit à un trimestre, 90 jours sous les drapeaux, un trimestre, 60 jours indemnisés par la CPAM, un trimestre, mais que de la durée de cotisation, mais pas de revenus au compte retraite, dans ce qui peut légitimer une baisse de revenus, et c'est pourquoi parfois on aura été en maladie, et même s'il y a subrogation, il y aura une baisse de revenus, elle est légitime, mais on regarde bien à ce moment-là que nous n'ayons pas perdu des trimestres au titre de l'indemnisation maladie. Les mamans qui ont été mamans et qui ont eu la qualité d'assurée sociale vont bénéficier de trimestres de majoration de durée d'assurance.
4 trimestres pour la maternité, 4 trimestres pour l'éducation, parfois même 4 trimestres pour l'adoption. Ces trimestres-là sont des trimestres validés et ne compteront donc qu'à la date de l'âge légal. On ne pourra pas anticiper pour autant le départ si nous avions 180 trimestres à la date des 60 ans, puisque ces trimestres-là ne permettent pas un départ anticipé carrière longue. Alors, concernant les messieurs, ils n'auront pas droit à des trimestres, sauf s'ils nous disaient avoir été papa en 2010, avoir été papa d'un enfant handicapé ou avoir adopté. Dans ce cas-là, on pourra procéder à des partages de trimestres d'éducation entre le papa et la maman. Mais en règle générale, c'est la maman, et c'est bien légitime, qui récupère ces trimestres de majoration de durée d'assurance. Donc, vous l'avez compris, ce relevé de carrière, il doit être regardé dans le cadre de la préparation et de manière précise. C'est le moment de vérifier si les trimestres cotisés sont correctement positionnés. C'est le moment de vérifier, quand on a été privé d'activité, si les trimestres assimilés résultant d'une indemnisation au chômage, par exemple, ont été positionnés. Et si ce n'était pas le cas, les assurés essaient de rassembler les éléments qui permettront la mise à jour de la carrière. Alors, je précise, et c'est important, que les titulaires d'une allocation adulte handicapé, d'un RSA, ne cotisent plus pour la retraite. Pas de trimestre et pas de revenus. Cependant, les titulaires d'une allocation adulte handicapé pourront continuer de partir dès 62 ans, alors même qu'ils n'ont pas les trimestres. Et ils pourront même demander une allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, qui permet d'obtenir un minimum vieillesse. Regardons maintenant les conditions d'âge de départ à la retraite. Alors, nous avons un âge légal, parfois nous avons un âge anticipé. Regardons ces deux situations. L'âge légal d'abord, le tableau que je vous présente là est important. Vous constatez que les assurés nés à partir de 1962, désormais, doivent attendre 62 ans et 6 mois pour partir à la retraite. Et on leur demande d'obtenir 169 trimestres pour obtenir une retraite à taux maximum. Les assurés nés en 1963 partiront à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres pour obtenir une retraite à taux maximum. Les assurés nés en 64 partiront à 63 ans avec 171 trimestres. Les assurés nés en 65 partiront à 63 ans et 3 mois et 43 ans de cotisation, 172 trimestres. Les assurés nés en 66 partiront à 63 ans et 6 mois, 67 partiront à 63 ans et 9 mois, et les assurés nés en 68 et plus partiraient à 64 ans. Donc ça, c'est l'âge légal. Et donc, deux situations sont possibles à partir de cet âge légal. L'assuré obtient les trimestres requis et à ce moment-là, on lui donne la retraite au taux maximum, au taux plein. Il peut partir à la retraite s'il le souhaite, bien sûr, mais parfois, il n'aura pas les trimestres. Et soit il continuera donc de travailler, soit il attendra sans travailler, mais faut-il encore avoir des revenus qui permettent d'attendre. Ça peut être du chômage, ça peut être aussi du RSA. Et c'est pourquoi il est important de faire le point avec notre assuré pour lui donner la voie la plus favorable qui permettait d'attendre des jours meilleurs, sachant que s'il acceptait une retraite à taux minoré quand il n'a pas les trimestres, cette décision est irréversible. Il n'y aura pas de révision plus tard du montant de la retraite calculé. Donc, il est très important de conseiller les assurés qui sont dans une situation parfois compliquée pour leur permettre de prendre une décision tout à fait éclairée. Et vous voyez que lorsqu'il manque des trimestres, nous appliquons une décote et cette décote est égale à 0,625% par trimestre manquant. Et ça peut aller très vite et on peut perdre très vite 75 € de retraite par mois parce qu'il manquerait simplement 4 trimestres. Donc la CARSAT ne liquidera jamais une retraite avec un abattement. On indiquera toujours cet abattement potentiel à l'assuré social et c'est lui qui nous dira s'il accepte ou s'il refuse. S'il accepte, c'est son droit, mais on n'y reviendra plus. S'il refuse, on clôturera la demande et on reverra l'assuré quelques mois plus tard. Alors, nous avons vu une retraite à l'âge légal, il nous faut aussi maintenant envisager une retraite anticipée. En effet, il existe des possibilités de partir avant l'âge légal. Quelles sont ces situations que nous allons faire un petit peu défiler ensemble?
Première situation, c'est la possibilité des retraites anticipées des travailleurs handicapés. Alors, ce sont les travailleurs que je rencontre souvent dans des ESAT, qui sont entrés en ESAT à l'âge des 18 ans, qui en partiront à l'âge des 62 ans. Donc là, on leur demande d'avoir eu une incapacité durant une certaine période d'activité exigée. Et souvent, en effet, ils pourraient partir dès la date des 55 ans. Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui serait né en 67, qui pourrait partir dès les 55 ans, ou même à 57 ans, puisqu'il a déjà dépassé cet âge. 57 ans, s'il a en effet les 90 trimestres cotisés qui sont exigés avec parallèlement ce taux d'incapacité reconnu. Et dans ce cas-là, si c'est sa volonté, il pourra en effet quitter l'entreprise ou quitter l'ESAT dans lequel il travaillait. Ensuite, nous avons la possibilité d'envisager une retraite dès 62 ans pour ceux et celles qui ont un problème de santé. Alors là, on n'a pas d'invalidité payée, nous n'avons pas d'allocation du handicapé payée non plus, mais pour autant, l'assuré est allé rencontrer son médecin qui lui annonce une problématique de santé. Et dans ce cas-là, on peut solliciter auprès de la CARSAT, 5 mois avant la date des 62 ans, une retraite dans le cas de l'inaptitude. Et donc la CARSAT envoie un dossier de retraite adossé avec un rapport médical bleu, et ce rapport sera produit et rempli par le médecin traitant ou le spécialiste. Et l'assuré nous renverra ensuite ce dossier avec ce rapport médical. Lorsque nous aurons reçu le dossier, nous regarderons la demande en agence et nous enverrons le rapport médical donc au médecin conseil de la sécurité sociale. Et ce médecin risque de convoquer l'assuré social. Et à ce moment-là, l'assuré social ira rencontrer le médecin conseil avec son dossier médical et peut-être même qu'il aura à produire la qualité de travailleur handicapé qu'il aurait déjà obtenue depuis un certain nombre d'années. Et donc là, après, c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui statuera et qui pourra dire, en effet, j'admets l'inaptitude et donc vous pouvez partir, alors même que vous n'aviez pas les trimestres. Vous partez au taux maximum de 50% et vous partez dès la date des 62 ans. Parfois, le médecin pourra aussi refuser. Et cela arrive, et là, on est obligé de patienter sur l'âge légal qui était normalement prévu. Alors, il existe aussi une possibilité de partir dans le cadre de l'incapacité permanente. Là, je m'adresse aux assurés sociaux qui ont une rente maladie professionnelle ou accident du travail. Lorsque la rente est supérieure à 1%, le droit est ouvert d'office dès les 60 ans. Très bien. Si on est en deçà des 20%, et on va être obligé de faire une demande avec de nouveau une commission qui va se réunir. Et l'assuré social devra apporter la preuve aussi que pendant 5 années, il a été donc exposé à un risque professionnel. Donc il y a un aléa sur la reconnaissance, mais en tout cas, il faut essayer cette possibilité si la rente était versée par mes collègues de la Caisse primaire d'assurance maladie. Ensuite, nous avons la possibilité parfois d'obtenir une retraite au titre de la carrière longue. Alors, c'est quoi la carrière longue? C'est la possibilité de partir avant son âge légal, mais dès lors qu'on remplit 2 conditions cumulatives, c'est-à-dire d'avoir la première condition 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année des 16 ans, des 18 ans, des 20 ans, des 21 ans, et d'avoir, deuxième condition importante, un grand nombre de trimestres cotisés. Alors c'est vrai que ces trimestres cotisés vont varier de 169 à 172 en fonction de l'année de naissance. Et comme c'était fort compliqué d'obtenir ces trimestres-là, un décret de 2014 a permis d'alléger la barque et d'aller repêcher certains trimestres qui étaient au départ considérés comme des trimestres validés. Donc le décret nous dit que nous pouvons récupérer désormais 4 trimestres au titre de l'armée, 4 trimestres au titre d'un chômage indemnisé, 4 trimestres au titre d'une maladie, d'un accident du travail, tous les trimestres de maternité indemnisés par les CEPAM, 2 trimestres d'invalidité, parfois aussi les trimestres issus du compte prévention pénibilité et enfin 4 trimestres au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si, grâce à ce repêchage, l'ordinateur précise à l'assuré qu'il y a possibilité d'anticiper le départ, mais parfaitement. Il aura la possibilité d'éditer pratiquement instantanément l'attestation. Alors parfois, le compte retraite n'est pas complet et nous invitons donc l'assuré à procéder à une demande d'autorisation carrière longue dans les 9 mois qui précéderaient cette date de départ, par exemple 9 mois avant la date des 61 ans.
Et à ce moment-là, la CARSAT, 3 mois plus tard, donnera son autorisation ou parfois aussi son refus. En tout cas, si l'autorisation est posée, c'est l'assuré qui aura la possibilité de choisir ou pas de partir. Et souvent, c'est en fonction de l'aspect financier que la décision sera prise. Alors parfois, on n'est pas dans la possibilité de départ anticipé, malheureusement, mais il existe quand même un dispositif qui permet d'aménager sa fin de carrière. Et donc, je pense à des assurés qui sont encore en activité, qui sont à 2 ans de leur âge légal de départ à la retraite, qui réunissent 150 trimestres et qui ont un temps partiel compris entre 40 et 80% de la durée légale. Dans ce cas-là, ils peuvent solliciter auprès de la CARSAT la retraite progressive. Et si l'entreprise est favorable, eh ben, l'assuré pourra exercer une activité à 80% et la CARSAT pourra payer 20% de retraite provisoire et partielle calculée sur les 150 trimestres. Alors attention, quand on est déjà à temps partiel, pas besoin de l'autorisation de l'entreprise. C'est quand on est à temps complet qu'on est obligé d'avoir l'aval de l'entreprise puisqu'il s'agit de modifier le contrat de travail par un avenant. Et là, en effet, l'entreprise peut refuser. Mais attention, si elle refuse, ce refus doit être motivé. Et la non-réponse dans les 2 mois vaut acceptation. Donc là aussi, j'invite à nous assurer, donc à solliciter peut-être auprès de l'entreprise la possibilité d'obtenir un temps partiel pour rentrer dans le dispositif de retraite progressive qui permet de travailler moins tout en attendant l'âge légal de son départ. Et à l'âge légal, la porte du départ sera ouverte pour le salarié. Soit il continuera de travailler parce que c'est son choix, soit il décidera de partir parce que l'âge permettra le départ définitif de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, l'entreprise n'a pas l'obligation de donner son accord. Il y a des démarches à effectuer de la part du salarié. Nous avons des simulateurs qui sont en ligne, qui permettent d'estimer le montant de la progressive, mais aussi les effets de la progressive sur la retraite définitive, sachant que dans certaines entreprises, il y a possibilité pour l'employeur de cotiser sur un temps plein au bénéfice du salarié. Dans ce cas-là, l'opération est positive puisque le salarié ne perd rien au niveau de sa future retraite. Abordons maintenant le calcul de la retraite parce que c'est vrai que nous avons des simulateurs, mais c'est aussi important de connaître comment nous allons procéder au calcul. Alors, nous avons 3 éléments importants pour calculer la retraite. D'abord, nous avons le revenu annuel moyen, résultat des 25 meilleures années revalorisées et plafonnées, multiplié par un taux. Le taux maximum est égal à 50%, c'est le taux plafond. 50% de cette moyenne quand nous avons les trimestres, quand nous avons l'inaptitude ou les 67 ans. Dans le cas contraire, nous allons subir une minoration, nous l'avons vu tout à l'heure. Ça peut aller très vite et s'il nous manque 20 trimestres, nous tombons sur un taux de liquidation égal à 37,5%. Multiplié par une fraction constituée au numérateur par les trimestres obtenus dans la carrière, divisé au dénominateur par les trimestres requis par la loi. Et nous obtenons la retraite annuelle brute. Si nous avons eu 3 enfants, nous bénéficions d'une majoration de 10% pour le papa et pour la maman. Et il faut aussi savoir que nous pouvons enlever des prélèvements obligatoires en fonction de la situation fiscale au titre de la CSG, du CRDS et de la contribution pour l'autonomie. Et on obtiendra ensuite le montant net de retraite. Je rajoute, et ça c'est aussi important, que nous sommes aussi collecteurs d'impôts et qu'il peut y avoir une retenue à la source qui soit positionnée en bas de la notification d'attribution de retraite. Alors, il existe parfois une surcote pour ceux qui n'ont pas voulu cesser leur activité et qui ont continué à travailler au-delà de l'âge légal et au-delà des trimestres requis. Et dans ces cas-là, nous avons une surcote de 5% par année supplémentaire. Et là aussi, il n'y a pas de limite. On peut aller en surcote jusqu'à la date des 70 ans, mais à 70 ans, là, l'entreprise pourra dire aux salariés, en effet, vous partez puisque les 70 ans ne m'imposent pas de vous garder dans l'entreprise. Alors l'assurance retraite va payer la retraite à compter du 9 de chaque mois. C'est un paiement à terme échu. Donc une retraite au 1er juillet, vous êtes payé le 9 août. Les retraites complémentaires, elles paient à terme à échoir. Donc une retraite au 1er juillet sera payée le 4 juillet par mes collègues de l'Agirc Arco notamment. Et on l'a dit, il y a des prélèvements
opéré, j'y reviens pas, 9,1% précisément, mais pour le calcul mental, on avait parlé tout à l'heure de 10%. Nous avons terminé la première partie de notre exposé sur la préparation de la retraite, et c'est vrai qu'elle est très importante, cette préparation, parce que préparer, c'est vraiment anticiper et pouvoir demander facilement sa retraite plus tard. Alors, on y arrive sur la deuxième partie de l'exposé, la demande de retraite. Nous avons mis en place une procédure de demande de retraite en ligne unique inter-régime qui permet, avec une seule demande, de saisir la totalité des régimes auxquels l'assuré a cotisé, y compris les complémentaires. Alors bien sûr, dans le cadre de la préparation, les assurés sociaux ont procédé à un espace personnel sur l'assurance retraite et ont créé également un espace personnel sur la partie complémentaire, de sorte que quand le dépôt de la demande sera fait à l'assurance retraite, nous enverrons immédiatement la demande auprès des retraites complémentaires. Et ça évite en effet d'oublier des caisses parce que parfois, certains ont omis de faire cette demande et ont perdu des droits, notamment au niveau des retraites complémentaires. Alors, 6 étapes seront à franchir. Première étape, la situation personnelle, tout ceci est déjà pré-rempli, donc l'assuré a vérifié simplement qu'il n'y ait pas de coquilles dans les éléments saisis. L'information sur le départ, c'est toujours le premier jour d'un mois qui suit la date anniversaire, c'est jamais le 2 du mois. On indiquera la nature de la prestation que nous percevons au jour du départ. Si on est en activité, on produira les derniers bulletins de salaire. On produira aussi les données bancaires et fiscales. On pourra téléverser tous ces éléments directement par le scanner des francs services ou l'assuré social sera rendu s'il avait des soucis avec son ordinateur à la maison. Et l'assuré social parviendra à terminer cette demande et obtiendra donc une notification, du moins un document indiquant que la prise en compte de la demande a été réalisée et que c'est désormais à la caisse de retraite d'effectuer le travail. On est bien dans les 5 mois du départ, hein. Donc on a bien précisé que pour toucher la retraite, il fallait forcément cesser une activité salariée si on était en activité. Si on était au chômage, il fallait aussi peut-être produire les éléments de chômage, les attestations. Attention pour les chômeurs, quand ils n'ont pas les trimestres, ils n'ont pas de vocation à demander la retraite, mais plutôt à rester indemnisés par France Travail, mais il faudra que la CARSAT produise un document que nous appelons une régularisation de carrière. Il est important à ce moment-là que les assurés prennent contact avec nous pour éviter toute rupture de ressources au niveau de France Travail. Mais celui qui est en activité, il va cesser son activité, il aura pris ses congés, il sera retraité, il recevra quelques mois plus tard la notification d'attribution de retraite, il sera retraité. Et donc, il sera invité à produire cette notification auprès de la CEPAM. Il change de statut, il n'est plus actif, il devient retraité. Mais parfois, la retraite ou les retraites sont faibles. Et la question est de savoir si l'assuré social peut demander quelque chose en plus à la CARSAT. La réponse est oui, mais on verra qu'il y a un grand mais derrière. La réponse oui concerne l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. J'insiste bien sur le terme d'allocation. L'assuré social n'a pas cotisé pour obtenir, c'est la solidarité qui s'applique. Il y a des conditions, il faut avoir 65 ans ou 62 ans si on est reconnu inapte au travail, percevoir l'ensemble de ses retraites de base et complémentaires, et voire même étrangères, résider en France au moins 9 mois de l'année, avoir des ressources mensuelles faibles, ne pas dépasser 1 034 € bruts pour une personne seule, 1 605 pour un couple. Les conditions sont remplies, on a synthétisé à l'extrême, nous attribuons l'allocation de solidarité. Et cette allocation, on reviendra souvent vers l'assuré pour contrôler les conditions sur la ressource, sur la résidence, et l'assuré sera invité à nous répondre. En cas de non-réponse, il y a suspension de cette allocation de solidarité. Après, on rentre dans un contentieux, donc il vaut mieux éviter ceci. Répondons au questionnaire et gardons cette allocation de solidarité. Au décès de l'assuré social, que va-t-il se passer notamment si l'assuré laisse des ressources, laisse de l'actif dans sa succession, notamment si on est à un actif égal à 106 716 €. À ce moment-là, le notaire va nous écrire en nous disant, voilà, j'ai un actif dans la succession de monsieur X, madame Y, dites-moi si cette personne a bénéficié de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Et dans certains cas, nous pourrons en effet demander une partie de récupération de cette allocation qui aura été versée au titre de ce minimum vieillesse qui aura été positionné parce que les revenus étaient insuffisants.
Donc c'est bien un droit, mais aussi un droit générateur d'obligations pour le titulaire de l'ASPA, mais également pour les héritiers. Alors certains pouvaient nous dire, hein, j'ai pas envie d'embarquer mes héritiers, à ce moment-là, ils ne sont pas obligés de demander l'ASPA. Hein. D'autres ont pu nous dire en effet, ben, je demande l'ASPA et après moi le déluge. Mes héritiers se débrouilleront avec la CARSAT pour désintéresser concernant le paiement de cette allocation de solidarité. Alors parfois, on a pris sa retraite, hein, on n'a peut-être pas demandé l'ASPA et on décide de retravailler parce qu'en effet, les revenus sont faibles, hein, et on parle de dispositif de cumul emploi-retraite. Alors, deux situations à envisager. Un cumul intégral, je m'adresse à des assurés sociaux qui ont les trimestres au jour de l'âge légal et qui peuvent bénéficier d'un cumul intégral sans limitation de montant et de durée entre la retraite de base, la complémentaire, le nouveau salaire. Les assurés qui recommencent à cotiser, s'ils ont attendu en tout cas un délai de 6 mois pour retravailler dans la même entreprise, pourront bénéficier d'une deuxième retraite au jour où ils cesseront toute activité. S'il s'agissait d'une autre entreprise, il n'y a pas de carence de 6 mois pour obtenir plus tard un deuxième paiement de retraite. Concernant les assurés qui n'auraient pas les trimestres, au jour de l'âge de départ, là, on sera plutôt dans un cumul limité. Et là, forcément, on aura un cumul financier à ne pas dépasser. En principe, c'est la moyenne des 3 derniers mois de revenus à ne pas dépasser entre la retraite de base, la complémentaire et le nouveau salaire. Et il y a une carence de 6 mois à respecter si on veut travailler dans la même entreprise. Donc la vigilance, hein, on conseille toujours aux assurés qui souhaitent reprendre une activité de poser d'abord la question à la CARSAT et de connaître l'étendue de leurs droits pour reprendre une activité en toute sérénité. Là aussi, nous avons des simulateurs sur Internet qui permettent d'estimer le montant de la retraite, de personnaliser l'estimation et d'avoir aussi accès à ce dispositif de cumul emploi-retraite. Donc, c'est important que les assurés puissent avoir accès à ces outils qui facilitent vivement les interrogations souvent posées. Alors, nous avons fini avec la partie de la retraite personnelle. On souhaitait aborder la pension de réversion et l'allocation veuvage. Alors, l'allocation veuvage, hein, s'adresse à les assurés qui ont en dessous de 55 ans. L'allocation veuvage est versée pendant 2 années. Elle peut vous être versée jusqu'à vos 55 ans, mais dans certains cas, le conjoint doit avoir cotisé pendant au moins 3 mois au cours de l'année qui précède le mois du décès, ou être à la retraite, ou chômeur, ou titulaire d'une allocation du handicapé, invalide ou en maladie. Il ne faut pas être divorcé, remarié, pacsé ou en concubinage. Et il faut avoir des ressources inférieures à un certain plafond. Ça, c'est pour l'allocation veuvage. Après cette allocation veuvage, nous avons la pension de réversion qui est éligible, en tout cas qui est payable à partir de l'âge des 55 ans, lorsque l'assuré a perdu son conjoint, je parle bien du terme de conjoint, le concubinage, le pacte ne sont pas générateurs de droit à réversion. Donc 55 ans et ne pas dépasser aussi un certain montant de ressources. En 2025, on est à 2039 € brut à ne pas dépasser pour une personne seule et 3295 brut pour un couple. J'insiste bien, le couple, nous avons divorcé il y a 4 ans, nous avons refait notre vie et nous sommes remariés. Et pour autant, en consultant la rubrique Nécro du Midi Libre, on constate que son époux premier est décédé, donc on peut aller chercher la pension de réversion parce que les ressources le permettent. Alors, je précise qu'il y a des conditions de ressources et lorsqu'à 55 ans, on est en activité salariée, l'assuré va bénéficier d'un abattement de 30% sur les revenus et donc l'assuré pourra peut-être passer en deçà des 2039 € bruts. Et en revanche, à la date où lui-même sera lui-même retraité, on refera le calcul puisqu'il ne peut pas y avoir un cumul intégral entre la pension de réversion et la retraite personnelle. Donc la réversion, ça c'est important de le préciser, doit être demandée dans l'année du décès pour qu'il y ait rétroactivité à la date du décès. Et donc il faut inciter les assurés sociaux à faire valoir leurs droits rapidement pour ne pas perdre ses droits, parce qu'on ne remontera pas dans le tas si on est au-delà de l'année du décès. La GIRC-ARCO a des règles plus favorables quant aux ressources. Aucune ressource n'est posée pour attribuer la réversion. En revanche, en cas de remariage, la pension de réversion complémentaire de la GIRC-ARCO sera supprimée.
Alors, vous avez donc les contacts qui sont importants pour vous, donc le 3960 pour appeler mes collègues de l'assurance retraite, l'Agir Carco pour les contacter, en tout cas obliger à inviter les assurés à contacter l'Agir Carco, puisqu'on a 2 caisses distinctes. Ils peuvent les appeler au 0970 660 660. L'IRCantec aussi est aussi important à noter, le 02 41 05 25 25. L'IRCantec pour les assurés qui ont été contractuels de la fonction publique et qui ont cotisé forcément auprès de cette caisse complémentaire de la fonction publique. Voilà, Marie-Anne, je pense Oui. que j'en ai terminé. Je te laisse prendre la parole pour la conclusion. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre écoute. Donc, ça n'est pas encore terminé puisque nous allons prendre dans quelques instants vos questions. Simplement pour vous rappeler une fois de plus ce circuit de signalement pour nous contacter sur les situations d'urgence que vous pouvez rencontrer. Et enfin, vous communiquez aussi notre offre de service pour informer, vous informer et que vos publics en soient informés. Le premier vecteur de communication, c'est notre site lacarsatlr.fr. Les webinaires qui sont mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Les podcasts aussi, qui sont une nouveauté de l'an passé, Je peux pas, j'ai retraite, où vous retrouvez un certain nombre de thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, justement, et que vous pouvez donc retrouver sur ce média. Et enfin, des ateliers collectifs que vous pouvez retrouver aussi en agence par la prise de rendez-vous directement sur le site de l'assurance retraite. Je vous propose de passer aux questions. Donc, Régis, est-ce que tu peux nous préciser les conditions pour partir en carrière longue, notamment pour les trimestres pris en compte, sur les trimestres pris en compte? Alors, les trimestres pris en compte, on l'a dit, ce sont des trimestres cotisés, résultant donc d'une activité salariée. Ce qui veut dire que on va accepter que très peu d'interruptions d'activité. Et on l'a dit tout à l'heure, on n'acceptera qu'une année de chômage, qu'une année de maladie, que 2 trimestres d'invalidité et que des trimestres d'indemnisation de la CPAM. Donc c'est clair que ces trimestres-là, je pense notamment aux mamans, ne seront pas assez importants pour obtenir les trimestres cotisés parce que les enfants ne comptant pas, souvent ces dames sont exclues du dispositif de carrière longue. Donc vraiment, sur le relevé de carrière que vous n'avez pas que l'assuré a à disposition, il n'a pas, lui, la distinction des trimestres cotisés et des trimestres validés. C'est à nous, durant donc le travail d'instruction de la demande d'autorisation carrière longue, de faire le décompte des cotisés et des validés. Mais je le répète, s'il nous manque l'une des conditions, notamment au niveau des trimestres cotisés, l'assuré ne pourra pas envisager un départ carrière longue, même s'il a les 4 ou 5 trimestres à la date des 16, 18, 20, 21 ans. Il faut vraiment qu'on ait ces 2 conditions remplies. Et c'est vrai que les règles, parfois, sont compliquées sur l'attribution de ces 2 conditions cumulativement remplies. Merci Régis. Si un droit est oublié, les retraites complémentaires peuvent-elles faire un rappel de droit? Alors, les retraites complémentaires ne feront pas de rappel de droit. C'est pourquoi tout à l'heure, on disait que quand on fait la demande de retraite, si on la fait en ligne, on va pouvoir saisir la totalité des organismes, et notamment les retraites complémentaires, parce que celui qui a fait son dossier papier, qui l'a envoyé à la CARSAT et qui perçoit depuis déjà 1 an la retraite CARSAT et qui va demander 1 an plus tard la retraite complémentaire, l'Agir Carco n'aura pas de rétroactivité et donc l'assuré aura perdu 1 an de retraite complémentaire. Donc on est vigilant sur les délais. Et c'est vrai que quand on fait la demande 5 mois avant la date de son départ, on la fait en ligne ou à défaut papier, mais surtout on n'oublie pas de saisir toutes les caisses compétentes, y compris les retraites complémentaires. Concernant la retraite progressive, comment procéder pour continuer à cotiser à taux plein? Alors ça, c'est l'autorisation de l'entreprise. C'est l'entreprise qui dira si en effet elle le cotise ou pas pour l'assurer à taux plein. Alors certaines conventions le permettent, d'autres pas. Ce matin, j'étais chez Carrefour, la convention permet de cotiser sur un taux plein. Et quand même la cotisation sur le taux plein ne serait pas faite, ben, tant pis, l'assuré cotisera sur un temps partiel, mais pourra quand même bénéficier de cette retraite progressive dès lors qu'il a un temps partiel. Alors oui, il y aura une petite incidence plus tard sur le montant de la retraite, mais ce n'est pas 2 années de retraite progressive qui vont modifier la moyenne des 25 meilleures années. Mais je répète
que l'entreprise n'a pas l'obligation de cotiser sur un temps plein lorsque le salarié est sur un temps partiel. Pour l'allocation de veuvage, nous accompagnons des habitants qui, sur le moment, n'ont pas de ressources placées, mais par la suite bénéficient d'une assurance vie de leur défunt époux. Est-ce que cela change quelque chose pour vous? Enfin, donc pour nous. Alors nous, on va de toute façon regarder les conditions de revenus de la personne qui demande le veuvage, hein. Donc au jour de la demande de l'allocation veuvage, la personne va nous faire part de ses livrets de caisse d'épargne et des revenus qu'elle a en banque. Et c'est en fonction de ces revenus que nous attribuerons ou pas l'allocation veuvage, hein. Et on l'a dit, l'allocation veuvage, elle est payable sur 2 années. Alors c'est vrai que les 2 années s'achèvent. Alors si on n'est pas à la date des 55 ans, on va se retrouver peut-être sans revenu puisque la réversion ne sera, elle, payable qu'à compter des 55 ans. Merci Régis. Nous arrivons au terme des questions posées. Écoutez, nous vous remercions de votre écoute. Et comme évoqué en début de session, vous retrouverez le replay du webinaire dans quelques jours. Merci à tous. Merci, bon après-midi. Bon après-midi.